Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un objet de lecture. Alors je vous précise tout de suite que je ne sais pas comment je me suis débrouillée dans le planning de mes vidéos, mais voilà, j'ai 6 livres quand même à vous présenter. Donc prenez sans doute de quoi boire, de quoi manger. Je pense que cette vidéo risque de durer un moment. Donc on va commencer tout de suite. Vous le savez, je vous présente mes romans dans l'ordre chronologique dans lequel je les ai lus. Et je vais commencer par A Kiss in the Dark de Kate Clark. C'est le troisième roman que je lis de Kate Clark et encore une fois, je vous le dis tout de suite, j'ai vraiment accroché, j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'il y a quelque chose avec cet auteur qui me plaît beaucoup. Dans celui-ci, c'est l'histoire de Kate et de Alex qui se rencontrent lors d'un concert après s'être parlé un petit peu sur internet, sur un forum. Le problème, c'est que l'un des deux cache un gros secret qui est révélé très tôt en fait. Et tout le long du roman, c'est comment est-ce que... comment est-ce que l'autre va l'apprendre, comment est-ce qu'il va réagir. C'est très psychologique. Au final, je m'attendais à une sorte de thriller, comment dire, assez policier, parce que la quatrième de couverture donnait l'impression que leur vie était en danger. Ça, je me suis dit, il va peut-être y avoir une sorte de poursuite ou de vous savez, comment on appelle ça, une aventure contre le temps, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, pas du tout, c'est très psychologique, c'est vraiment centré sur la relation de Kate et Alex. Et j'ai été agréablement surprise. Au début, quand j'ai su le secret, je me suis dit, oh non, encore un roman comme ça. Bon, allez, je continue à lire, mais je m'attendais pas à ça. Et au final, j'ai aimé parce que la tension monte de chapitre en chapitre. Ça va toujours plus loin et le degré de darkitude, enfin de ténébrosité de l'histoire augmente. Et même si on n'accroche pas forcément avec les personnages, parce que bon, Alex est un petit peu énervant, et alors Kate, je l'aimais bien. Et puis ensuite, quand on a son point de vue, puisque l'histoire est découpée en point de vue d'Alex, point de vue de Kate, quand on a le point de vue de Kate, ensuite on découvre qu'elle est pas si gentille que ça. Et c'est ça qui est bien justement, c'est que les personnages sont loin d'être parfaits et qu'ils se sont emmêlés dans une histoire où on se demande comment est-ce qu'ils vont s'en sortir, et c'était très bien mené. Je trouve que Kate Clark a écrit toujours de manière très simple. C'est un style qui n'est pas remarquable dans le sens où il n'y a rien qui sort de l'ordinaire, et pourtant elle a une plume très entraînante et à chaque fois je trouve que ses livres sont des page turners. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, quand j'ai su le secret, bon, j'étais dans le bouquin mais sans plus, et au fur et à mesure j'arrivais pas à le lâcher, j'arrêtais pas de penser à cette histoire et j'avais vraiment envie de savoir comment l'histoire allait finir, comment ils allaient sortir de tout ça. Donc voilà, je crois que je lui ai mis 4,25. Je regarde parce que j'ai le forum qui est ouvert sur l'ordi juste à côté, donc je regarde la note que je lui ai mise. Je lui ai mis 4,25 parce que voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture et j'ai juste trop hâte de lire le prochain Kate Clark. Et donc comme d'habitude, hein, vous le savez, mes chroniques sont listées sous la vidéo. Pour en savoir un petit peu plus, il faudra se diriger vers le forum Boulevard des Passions. Donc après cette lecture très accrocheuse et très sombre mine de rien, il me fallait quelque chose de doudou et j'avais envie de lire celui-ci pour le challenge à 650 pages spécial romance hivernale, où je n'ai pas du tout tenu puisque je pense pas avoir dépassé les 400 pages, mais c'est pas grave. Et j'ai donc lu Quand l'amour s'invite à Noël de Tara Taylor Quinn, qui est une romance de Noël sans être vraiment de Noël puisque l'histoire se passe sur 2 ans et que on a soit la période de décembre et des fêtes, soit la période estivale. Puisqu'en fait c'est l'histoire d'une jeune femme, Marie-Bess, qui tient une maison d'hôte et vient dans cette maison d'hôte un homme qui s'appelle Craig, qui est artiste et qui vient 2 fois par an dans son village. Donc en fait il va revenir à Noël et il va revenir pendant l'été, pendant plusieurs années. Et voilà. L'intérêt du roman s'arrête là, et encore s'il y a un intérêt. Alors là je suis désolée mais je vais être très méchante, j'ai pas du tout aimé. En fait j'avais l'impression de lire un téléfilm de Noël
Le problème, c'est qu'un téléfilm de Noël, on peut lui passer certaines longueurs et certains dialogues inintéressants parce que ça ne dure qu'1h20, qu'1h30. Là, ce roman est très court, il fait même pas 300 pages, mais on est d'accord qu'on lit pas 300 pages en 1 heure, donc forcément c'est plus long et ça ne m'a pas du tout intéressée. J'ai trouvé que Marie-Bess et Craig n'étaient pas des personnages très intéressants. La seule touche d'originalité qu'il y a dans ce roman, c'est les lettres que s'échange Marie-Bess avec James, qui est son ami d'enfance, on va dire ça, bien qu'elle ne l'ait jamais vu, qui ont une relation assez étrange et au final intéressante parce qu'ils ont vécu le même traumatisme étant enfant. Mais ça s'arrête là et au final c'est pas si bien exploité. On voit la révélation venir à des années-lumière et voilà. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout accroché à ce roman, vous l'avez compris, et je pense lui avoir mis 2 sur 5 comme note, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Heureusement, on continue avec un roman qui m'a beaucoup plus plu. Il s'agit du 2e tome de Phobos par Victor Dixon. Puisque après avoir ramé pour terminer le roman que je viens de vous présenter, j'avais envie d'une lecture, voilà, avec de l'action, avec du suspense, un page turner là encore. Et donc je me suis jetée sur Phobos 2 et au final j'ai bien fait. Alors certes, je préfère quand même le premier tome à ce second, mais ça a été quand même un plaisir de retourner dans l'espace quoi, de retrouver les candidats qui ne sont donc plus des prétendants, mais qui sont autre chose. J'avoue que je n'ai pas été très surprise par la tournure de l'histoire, mais c'est pas grave, voilà, il se passe catastrophe sur catastrophe, on se demande comment est-ce que les personnages vont s'en sortir, est-ce qu'ils vont réussir à survivre. Serena est toujours aussi maléfique, vous savez, la productrice de l'émission de télé-réalité, elle est juste affreuse et ces candidats là qui doivent à la fois trouver l'amour mais en même temps coloniser une nouvelle planète, c'est toujours des enjeux aussi forts. Je trouve qu'on est un petit peu moins perdu que dans le 1 au niveau de l'alternance des points de vue, puisqu'il y a beaucoup de personnages que nous suivons en même temps. Donc ça y est, on commence à les connaître, on commence à être habitué. Il y en a forcément qu'on préfère plus que d'autres, mais bon voilà, c'est normal. J'ai bien aimé Léonore dans ce tome-ci. Je trouve qu'enfin elle arrête de pleurnicher, qu'elle prend des décisions, ou en tout cas qu'elle arrête d'être bornée. Voilà, donc après à voir ce que va donner la suite, et non pas fin, puisqu'apparemment un 4e tome est prévu, bien qu'il ne soit pas une suite directe, enfin bon. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai le tome 3 qui m'attend, vous le savez, puisque vous l'avez vu, puisque je l'ai acheté et fait dédicacer à Montreuil. Et je compte le lire assez rapidement, parce que j'ai envie de savoir le fin mot de cette série, qui, je l'avoue, est au final assez marquante et qui mérite d'être lue. Donc voilà, une très bonne lecture, un roman très intéressant et je lui ai mis 4 sur 5. On poursuit avec de la romance paranormale qui est en service presse. J'ai lu La proie et le chasseur qui est le tome 4 de la série Londres la ténébreuse de Beck McMaster. Je vous ai déjà parlé de cette série que j'aime beaucoup et qui mêle paranormal et steampunk. Et là, eh bien ça a été encore un pur régal. Alors je pense malgré tout que ça reste le tome que j'ai le moins aimé de la série peut-être pour l'instant, mais je lui ai quand même mis 4,25 sur 5, donc ça reste une excellente lecture, on va pas dire le contraire. Cette fois-ci on suit Gareth et Perry qui sont des engoulevents, donc ils sont des, on va dire, des soldats, enfin en tout cas c'est une sorte de milice chargée de veiller à la paix entre les humains et les sangs-bleus qui sont en fait des vampires, même si ce n'est jamais dit réellement. Et donc Perry et Gareth se connaissent depuis très longtemps, depuis 7 ou 8 ans, 8 ans je crois. Ils avaient l'habitude de travailler en binôme ensemble, sauf que Gareth a été promu maître de la guilde des engoulevents. Et eh bien, le problème aussi c'est que lors d'une mission qui s'est passée dans le tome 3, il a découvert qu'en fait Perry, eh bien c'est pas juste son partenaire, c'est aussi une vraie femme. Et depuis, eh bien, il n'arrive plus à se l'enlever de la tête. Et leur dynamique, leur relation à tous les deux a beaucoup changé après ça. Et donc voilà, dans ce tome-ci, c'est comment est-ce que leur relation va évoluer sur fond de
secret que Perry garde depuis très longtemps et voilà, son passé qui ressurgit en fait et comment elle va devoir y faire face. Encore une fois, donc une très très bonne lecture. Je trouve que Beck Maxter, c'est toujours dur à dire son nom, que cet auteur arrive vraiment bien à nous entraîner dans son univers. Elle a toujours des intrigues assez sombres. Là pour le coup c'était limite gore, hein, mais qui nous entraîne, qui nous donne envie d'en savoir plus. Les personnages sont toujours aussi intéressants. Et du coup, évidemment que ça donne un super roman. Par contre, attention, méfiez-vous de la version papier. Moi, quand j'ai reçu ce roman, je l'ai trouvé un peu plus gros que les autres. Bon, effectivement, il y avait 100 pages de plus. Donc je me suis dit, bon, ben, on verra bien ce que ça donne. Et en fait, eh bien, je me suis fait avoir complètement. Parce que il y a donc ce tome 4, La proie et le chasseur, qui fait dans les 360 pages, mais ensuite on a quasiment 150 pages d'une nouvelle qui est 200 et de glace, qui est en fait le tome 1,5. Donc moi, comme je ne le savais pas du tout, parce que je n'avais pas du tout vu feuilleter le livre avant de le lire, de peur de me spoiler, hein, et que c'est écrit nulle part, j'étais en plein dans l'action, j'étais en plein dans le climax quoi, de l'histoire, et je me disais, mais attends, on en est là, mais il reste encore 150 pages. Et donc, j'attendais de voir ce que ça allait donner, j'attendais, et puis d'un coup, le mot fin, et on passe à un autre chapitre, et là, plus les mêmes personnages. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Beans? Et en fait, non, c'était juste que l'histoire du tome 4 était finie, et que, ensuite, il y a la nouvelle qui est collée. Donc moi, je m'attendais pas à ce que l'histoire finisse si brutalement. Enfin, c'est pas qu'elle finisse brutalement, c'est que pour moi, elle a fini brutalement. Et en plus, j'ai rien compris à cette autre nouvelle que, pour le coup, je n'ai pas lu. Parce que c'est des personnages qu'on voit dans le tome 1, dont je ne me rappelle plus vraiment. Donc c'est un peu dommage quoi. Enfin bref, et donc voilà, ne vous faites pas avoir, je trouve ça très très bien que j'ai lu et sorti cette petite nouvelle qui en fait n'était sortie qu'en format numérique à l'époque. Donc c'est super sympa quoi. Mais voilà, ça m'a un petit peu surprise. On continue avec une autre romance et un autre service presse puisque je vais vous parler de The Mistake de Elle Kennedy. Là pour le coup on est dans le contemporain pur et dur, dans le new adulte même puisque ça se passe à la fac. C'est l'histoire de John et de... enfin John Logan puisqu'il appelle Logan aussi, et de Grace. John fait partie d'une équipe de hockey très connue sur le campus, hein, puisque vous savez que aux États-Unis quand on est un sportif de haut niveau on a des bourses universitaires et le sport universitaire est très important. Donc c'est le cas pour lui. Et à côté de ça, on a Grace, qui est une étudiante normale, hein, lambda, en première année, qui poursuit ses études, voilà, hein, qui fait son petit chemin. Sauf que ils vont se rencontrer et puis ils vont nouer une relation un petit peu étrange, on va dire. Et voilà, c'est leur histoire à tous les deux. C'est encore un roman plein d'humour. J'avoue que j'ai bien aimé retrouver... cette équipe de bras cassés en tout cas, enfin les joueurs de hockey ils sont pas très subtils on va dire, donc voilà, les réparties qu'ils se lancent ça m'a fait rigoler quoi. Et j'ai bien aimé les personnages, j'ai trouvé que l'intimité qui se noue entre eux fait très naturel. J'aime bien ça quand les personnages tout de suite ils sont à l'aise l'un envers l'autre et que voilà ils échangent réellement. C'est le cas ici. J'ai aimé Logan qui n'hésite pas à montrer ses faiblesses, il sait qu'il ne joue pas au gros dur, voilà. Malgré son statut de superstar du campus, il joue pas au gros dur, il exprime ses émotions, il exprime ses sentiments, et ça j'ai beaucoup aimé. Donc je dirais que ce deuxième tome s'inscrit dans la lignée du premier. J'ai quand même préféré le premier, mais c'est une histoire de goût. J'ai lui quand même mis 4,25 sur 5 parce que j'adore les romances contemporaines qui nous font rire, qui nous font soupirer, et voilà quoi, qui sont à la fois drôles et aussi intenses. Donc voilà, je vous conseille ce tome-ci, je vous conseille aussi la série. J'ai le tome 3 qui m'attend puisque je l'ai acheté à la suite de ça, mais je pense ne pas me tromper en vous la conseillant car même si je ne l'ai pas encore lu, on m'a dit qu'il était aussi génial que le premier. Donc voilà, j'ai très hâte de le découvrir.
Et enfin on termine avec une lecture en VO mais qui doit sortir début février il me semble chez Hugo New donc en français. Il s'agit de A Little Something Different de Sandy Hall qui sortira en français sous le titre un petit quelque chose en plus ou un truc comme ça. Ce livre a la particularité d'être raconté par 14 narrateurs différents, 14 points de vue. Et ça va de la meilleure amie, enfin des meilleures amies des personnages aux livreurs de plats chinois en passant par des serveuses et surtout un banc et un écureuil. Voilà, c'est très original et au final, eh bien, ça fonctionne super bien. Je me demandais un petit peu comment est-ce qu'on allait ne pas être perdu par tous ces narrateurs, comment est-ce qu'on allait s'attacher aux personnages puisqu'on n'avait jamais leur ressenti, on ne l'a jamais. Hein. Et au final, ben, ça s'est super bien passé, j'avais un petit peu peur. Ça s'est bien passé, je dis ça genre c'était une épreuve, non pas du tout. C'était une super lecture. J'ai aimé le fait que justement on n'ait jamais le ressenti des personnages parce que à aucun moment ça ne manque tellement c'est bien raconté. Puisqu'en fait c'est soit leurs camarades de classe qui assistent à leur discussion, soit leurs amis qui leur parlent et du coup Gabe et comment elle s'appelle la fille, Léa leur racontent ce qui s'est passé ou ce qu'ils ressentent. Donc voilà, ça n'est pas quelque chose de négatif le fait que nous ayons jamais le point de vue du couple. Hein. Au contraire, c'est très intéressant au final comme manière, je trouve, d'aborder la romance. Et quant à la romance en elle-même, quant à l'histoire d'amour, elle est juste adorable. Je pense que si je devrais qualifier ce roman en utilisant un seul mot, ça serait adorable. Parce que c'est tout mignon, c'est plein de bons sentiments, c'est vraiment très sympa quoi. Tous les personnages qui gravitent autour de ce couple, ils le voient que ces deux-là ils s'aiment beaucoup, qu'ils se cherchent du regard, qu'ils sont tout le temps en train de... Voilà, de faire des gestes mais qu'ils n'osent pas se parler parce qu'ils sont très timides et qu'il y a d'autres problèmes. Enfin, et du coup ils ont tous envie de les aider et c'est trop mignon, vraiment. C'est un livre qui, je pense, vous mettra le sourire aux lèvres. Moi en tout cas, quand je le lisais, j'étais dans ma petite bulle, dans mon petit cocon plein de douceur. Et voilà, j'ai passé un super bon moment grâce à ça. C'était vraiment une très bonne lecture et n'hésitez pas à vous lancer en VO. Moi je ne suis certainement pas une as de la VO et pourtant c'est un des livres les plus faciles que j'ai lus en anglais. Je trouve que le style est vraiment très évident. Mais bon, de toute façon il sortira en VF donc voilà, hein, au pire vous pourrez le prendre en VF. En tout cas, je vous recommande cette romance Young Adult, New Adult qui est très mignonne. Et pour l'originalité de sa narration et pour le côté swoonesque du roman, je lui ai mis 4 sur 5. Et voilà, on en a terminé avec cette update lecture. Je vous avais dit qu'il serait long, on verra bien au montage. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces romans qui sont pour la plupart très bons. Au final, il y a qu'une déception et sinon... sinon, il n'y a que des romans qui ont eu au moins 4 sur 5, donc de très bonnes lectures. Je suis plutôt contente. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ah oui, je vous ai pas montré, non mais... Je vous ai pas montré les livres VO. Ils m'énervent pour ça. Regardez ce qui s'est passé. Regardez, il y avait une étiquette, j'ai voulu l'enlever. Et regardez, j'ai un trou sur ma couverture. Voilà, j'ai tiré sur l'étiquette et la couverture elle est partie avec. Donc je suis dégoûtée parce que c'est et sur la couverture et sur le dos. Oh, c'est le petit chacha de maman. Qu'est-ce qu'il fait mon chacha? Tu regardes par la fenêtre? Oh, il me parle ce chacha. Oh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux mon bébé? Tu veux faire coucou? Allez, viens. Viens maman. Ah, c'est barré.